J'ai dit à mon mari que j'étais enceinte, il a paniqué, tu as tout gâché, je ne voulais pas de cet enfant. Cette nuit-là, il a fait ses affaires et est parti pour ma propre demi-sœur, la fille de la nouvelle femme de mon père. Ses parents l'ont soutenu, le qualifiant de « trop jeune pour une famille ». Mais des années plus tard, ils sont tous revenus en rampant. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Je m'appelle Abigail, et il y a 7 ans, je pensais que ma vie était une image du bonheur. Brendan et moi étions mariés depuis 4 ans, mais notre histoire avait commencé bien avant cela. 7 années entières d'histoire entre nous. Nous étions ce couple, les amours de fac qui avaient réussi. Nous avions lutté dans notre premier petit appartement avec son robinet qui fuyait, célébré nos premiers vrais emplois avec du champagne bon marché, et finalement construit une vie dans une petite maison confortable avec un petit jardin en banlieue. Nous avions une histoire bâtie sur des rêves partagés et des promesses silencieuses. L'un de ces rêves, le plus grand, était d'avoir une famille. Nous avions toujours parlé d'avoir des enfants un jour, un avenir vague et ensoleillé qui semblait toujours juste à l'horizon. Mais nous n'avions jamais fixé de calendrier précis, jamais ressenti le besoin de nous presser. La vie, cependant, ne se soucie pas des calendriers. Environ 3 mois avant cette nuit-là, j'avais attrapé un méchant virus gastrique qui ne voulait pas disparaître. Le médecin m'a prescrit un traitement antibiotique puissant, eh bien, je suppose que j'étais naïve. On entend les avertissements sur les antibiotiques et la pilule contraceptive, mais on ne pense jamais que ça nous arrivera, jusqu'à ce que ça arrive. Quand j'ai eu mon premier retard de règles, j'ai mis ça sur le compte du stress. Un grand projet à l'agence de marketing où je travaillais me faisait veiller tard. Et mon cycle avait toujours été un peu imprévisible. Mais ensuite sont venus les autres signes, ceux qu'on ne peut ignorer. Les nausées matinales incessantes, une vague de maladie qui me frappait dès que mes pieds touchaient le sol. Mes seins étaient si sensibles que le moindre frôlement de ma chemise ressemblait à du papier de verre. Pendant ma pause déjeuner un mardi, les mains tremblantes, je me suis glissé dans un CVS et j'ai acheté un test de grossesse. Je me sentais comme une adolescente cachant la boîte au fond de son sac à main. Je me souviens être assise sur le couvercle fermé des toilettes dans les toilettes désertes du 3e étage du bureau, celles que personne n'utilisait jamais. Le silence était assourdissant alors que j'attendais que ces 3 minutes passent. Mon cœur martelait contre mes côtes. Et puis elles étaient là, 2 lignes roses vifs, sans équivoque. J'ai senti l'air quitter mes poumons. J'ai fait 3 autres tests au cours des 2 jours suivants, à des moments différents, espérant un résultat différent. Tous positifs. Mon premier sentiment n'a pas été la joie. C'était un pur choc glacial. Puis la terreur. Nous n'étions pas prêts pour ça. Mais sous la peur, une petite lueur chaude d'excitation a commencé à grandir. Au fil des jours, la peur a commencé à reculer et l'excitation a fleuri. J'ai commencé à l'imaginer. Brendan apprenant à notre enfant à faire du vélo dans notre allée. Une petite main enroulée fermement autour de mon doigt. J'ai toujours voulu être mère. Et je croyais vraiment de toutes les fibres de mon être, que Brendan y arriverait aussi une fois le choc initial passé. J'ai décidé d'attendre une semaine entière pour le lui dire. Je voulais que le moment soit parfait, un souvenir que nous chéririons pour toujours. Je n'allais pas faire une de ces annonces Instagram idiotes et excessives. Ce n'était pas nous. Au lieu de cela, j'ai planifié une soirée imprégnée de notre histoire. Je préparais son plat préféré absolu, la recette de ma mère pour des lasagnes riches et pleines de fromage, ce pain à l'ail qu'il adorait, et une bouteille de son bourbon cher préféré qui attendait sur le comptoir. Une récompense pour sa longue semaine. J'avais une bouteille de cidre pétillant pour moi et je porterais cette robe bleue. Je voulais que tout crie, c'est spécial. Pendant que je cuisinais ce soir-là, avec une musique douce dans la cuisine, je n'arrêtais pas de répéter les mots. Mes mains s'arrêtaient pendant que je remuais la sauce, mon esprit s'emballant, chérie, nous allons être parents. Non, trop ringard. Devine quoi? Trop désinvolte pour une nouvelle aussi importante. J'ai finalement opté pour quelque chose de simple, de réel. Après le dîner, je lui prendrai la main et je dirai, j'ai une nouvelle, et elle va changer nos vies pour toujours. Je me suis souri à moi-même, imaginant l'expression de surprise et de joie naissante sur son visage. Brendan est rentré vers 19h, plus tard que d'habitude.
J'ai entendu ses clés dans la serrure, et j'ai lissé ma robe, mon cœur battant d'une excitation nerveuse. Mais l'homme qui est entré semblait être un étranger. Il était distrait, les yeux rivés sur l'écran lumineux de son téléphone, son pouce bougeant sans cesse. Il travaillait sur un grand projet à son cabinet, avait-il dit, et j'ai essayé de ne pas y prêter attention, de mettre ça sur le compte du stress professionnel. Il a à peine jeté un coup d'œil à la table soigneusement dressée, a juste marmonné, ça sent bon, et s'est dirigé directement vers le bar. Il s'est versé un immense verre de bourbon avant même que je puisse dire un mot sur l'occasion spéciale. Mon cœur s'est un peu serré. Le dîner fut silencieux. Douloureusement, étrangement silencieux. J'ai essayé de le faire parler, de combler le silence qui ressemblait à un gouffre grandissant entre nous. Je lui ai posé des questions sur sa journée, sur le grand projet. N'importe quoi. Il a juste haussé les épaules, offrant des réponses d'un seul mot, son attention toujours principalement portée sur le téléphone, posé face contre table à côté de son assiette. Quelque chose n'allait pas du tout. Une froide appréhension s'enroulait dans mes entrailles, mais je l'ai repoussé. Je me suis dit qu'il était juste fatigué. Je me suis accroché à l'espoir que ma nouvelle serait ce qui briserait ce brouillard étrange. Après avoir fini de manger, les assiettes débarrassées, j'ai pris une profonde inspiration tremblante. C'était maintenant ou jamais. J'ai tendu la main vers la sienne sur la table en acajou. Sa peau était fraîche, insensible. Brendan, ai-je commencé, ma voix à peine un murmure. Les mots que j'avais répétés toute la journée me semblaient soudain lourds et étranges sur ma langue. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi a été la chose la plus forte et la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un vide aspirant tout l'air et la chaleur de la pièce. Il s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité, épais et lourd, me pressant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. L'horloge du grand-père dans le couloir semblait faire tic-tac avec une lenteur angoissante. Chaque tic-tac un coup de marteau contre mon fragile espoir. J'ai observé son visage, cherchant désespérément un signe, n'importe quel signe de l'homme que j'aimais, l'homme qui me tenait quand j'étais malade et célébrait mes triomphes comme les siens. Mais le visage qui me fixait était un masque. Le masque d'un étranger. Son expression a parcouru une série d'émotions horribles. D'abord, juste le vide, comme s'il n'avait pas compris les mots. Puis, son visage est devenu pâle, d'une couleur cendreuse et maladive sous la lumière chaude de la salle à manger. Et finalement, ses traits se sont tordus en quelque chose que je n'avais jamais vu dirigé contre moi auparavant. Un mélange terrifiant de panique animale brute et de colère pure et sans mélange. Quand il a finalement parlé, sa voix était plate, dépourvue de toute émotion. Elle était plus froide que le silence ne l'avait été. Tu plaisantes ? Mon cœur a chuté. Non, dis-je en secouant la tête, un mouvement frénétique et désespéré. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais elle est sortie comme un son fin et rauque. Non, Brendan, je ne le suis pas. J'ai fait 4 tests. Je suis allé chez le médecin hier pour confirmer. Ils étaient tous positifs. Je pensais que la confirmation, la certitude, le rendrait réel pour lui d'une bonne manière. J'avais tellement tort. C'est là que la digue de son sang-froid n'a pas seulement cédé. Elle a explosé. L'homme calme et distrait du dîner avait disparu, remplacé par un étranger enragé. Tu as tout gâché, a-t-il craché, arrachant sa main de la mienne comme si mon contact l'avait physiquement brûlé. Les mots n'ont pas seulement été prononcés, ils ont été des projectiles tirés à travers la table pour me blesser. Et ils l'ont fait. J'ai tressailli comme s'il m'avait giflé. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas de cet enfant, a-t-il rugi, le dernier mot résonnant dans la pièce soudainement caverneuse. Mon esprit s'est brouillé, essayant de trouver un appui dans un monde qui venait de basculer. C'était un accident, ai-je balbutié, la voix tremblante, les larmes que j'avais retenues brouillant maintenant son visage furieux. Ça doit être les antibiotiques que je prenais pour ce virus gastrique. Je pensais qu'on pourrait trouver une solution. Ensemble, Brendan, on trouve toujours des solutions ensemble. Il a laissé échapper un rire dur et amer, complètement dépourvu d'humour. C'était un son de pur mépris, et il m'a envoyé un frisson de peur réel le long de la colonne vertébrale. Trouver une solution, a-t-il ricané, repoussant sa chaise si violemment qu'elle a raclé le parquet. Il s'est levé, commençant à faire les 100 pas dans la salle à manger comme un tigre en cage. Abigail, il n'y a rien à trouver.
Il s'est arrêté et a pointé un doigt tremblant vers moi. Peut-être que je n'ai jamais voulu d'enfant du tout. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Peut-être que tout ce plan du 20 jours n'était qu'une chose que j'acceptais pour te faire plaisir. La pièce a commencé à tourner. Chaque mot qu'il prononçait était comme une fléchette empoisonnée, s'infiltrant dans chaque souvenir heureux que nous avions jamais partagé et le faisant pourrir. La demande en mariage au bord du lac, notre jour de mariage, l'achat de cette maison, tout cela n'était-il qu'un mensonge? Cela ne pouvait pas arriver. Ce ne pouvait pas être mon Brandon. Une pensée froide et horrible, une graine de suspicion qui avait été plantée par sa distance au cours des dernières semaines a soudainement germé dans mon esprit. C'était une question que j'avais peur de poser parce que je savais au fond de moi que j'avais encore plus peur de la réponse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? La façon dont il a arrêté de faire les 100 pas, la façon dont ses yeux ont fui, incapable de rencontrer les miens, a crié la vérité avant même que ses lèvres ne bougent. Il n'y a eu aucun déni, pas même une hésitation. Quand il m'a finalement regardé, il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux. Il n'y avait aucune tristesse. Il n'y avait que la résignation froide et dure d'un homme qui avait déjà fait son choix. Et puis il s'est retourné et est sorti de la salle à manger. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, puis le bruit de la porte de notre placard de chambre qui s'ouvrait. Je l'ai suivi, mes jambes comme du plomb, mon corps se déplaçant en pilote automatique. Il ne préparait pas un sac de voyage pour la nuit. Il sortait sa grande valise noire, celle que nous utilisions pour les vacances. Il a commencé à sortir des vêtements du placard, des chemises, des pantalons, des pulls, et à les jeter dans le sac avec une efficacité brutale et indifférente qui m'a rendu malade. Il ne partait pas pour la nuit. Il partait pour de bon. Mon mari me quittait. La nuit même où je lui ai dit que je portais son enfant. C'était une cruauté si profonde, si cinématographique, que je ne pouvais pas la traiter comme une réalité. « Où vas-tu » ai-je demandé, ma voix se brisant sur le dernier mot. Il n'a même pas fait de pause dans ses bagages. Sa voix était étouffée par les vêtements qu'il fourrait dans le sac. Je vais rester avec elle pour l'instant. En 30 minutes de mon annonce de grossesse qui a changé ma vie, Brandon se tenait près de notre porte d'entrée, une valise à la main. 30 minutes? C'est tout ce qu'il a fallu pour démanteler et jeter 7 ans de ma vie? Tu fais ça sérieusement, ai-je supplié, les larmes coulant maintenant sur mon visage, mon corps secoué par un mélange de choc et de chagrin. Tu quittes simplement ta femme enceinte. Il m'a finalement regardé alors, mais ses yeux étaient vides, creusés. Je ne peux pas être père, Abby. Je ne suis pas prêt. Personne n'est jamais complètement prêt, ai-je pleuré, ma voix s'élevant avec désespoir. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Tu ne peux pas simplement t'enfuir. Il a juste marmonné, je suis désolé, une phrase pathétique et dénuée de sens. Il a ouvert la porte. L'air frais de la nuit s'est engouffré, me donnant l'impression d'une gifle. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Et puis il est parti. La porte a cliqué derrière lui, le son résonnant dans la maison comme un coup de feu. Le silence qu'il a laissé derrière lui était assourdissant, une présence physique qui me pressait de tous côtés. Je me suis laissé tomber par terre, ma main couvrant instinctivement, protectricement, mon ventre. Et à ce moment-là, j'ai enfin compris la vérité dévastatrice. Je n'étais pas seulement enceinte. J'étais totalement et complètement seul. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise sur le parquet froid, fixant le bois massif de la porte d'entrée comme si je pouvais le forcer à revenir. Ça aurait pu être des minutes. Ça aurait pu être des heures. Le temps avait perdu tout son sens. Le monde était devenu flou et silencieux. Le seul son, le battement de panique frénétique de mon propre cœur. Ma première pensée cohérente, le premier signal qui a percé le statique de mon choc, a été Brenda. J'avais besoin de ma meilleure amie. Mes mains tremblaient si fort qu'il m'a fallu 3 essais pour déverrouiller mon téléphone. J'ai trouvé son nom dans mes contacts et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le son de ma propre voix quand elle a répondu était méconnaissable, un sanglot étranglé et guttural. Je ne pouvais pas former de mots, juste des sons fracturés et désespérés de douleur. Brenda, mon amie depuis que nous étions des collégiennes maladroites, n'a même pas eu besoin d'explication. Elle a juste dit de cette manière calme et autoritaire qui était la sienne, « J'arrive. » Ne bouge pas, et elle a raccroché. 20 minutes plus tard, elle était là, utilisant la clé de secours que je lui avais donnée il y a des années. Elle m'a trouvé là où j'étais tombé.
Un tas froissé près de la porte d'entrée. La belle robe bleue maintenant froissée et tachée de larmes. Elle ne m'a pas bombardé de questions. Elle s'est juste agenouillée par terre, a enroulé ses bras autour de mes épaules tremblantes, et m'a tenu pendant que je pleurais. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, jusqu'à ce que tout mon corps me fasse mal à force de pleurer. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des halètements secs et frissonnants. Je pensais le connaître, Brenda, n'arrêtais-je pas de dire, les mots s'accrochant dans ma gorge comme des éclats de verre. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Comment ai-je pu ne rien voir? Elle m'a juste serré plus fort, murmurant, ce n'est pas de ta faute, Abby. Ce n'est pas de ta faute. Finalement, elle m'a aidé à me relever et m'a guidé vers le canapé. Elle a disparu dans la cuisine et est revenue avec un verre d'eau et un gant de toilette chaud et humide pour mon visage. Elle m'a enlevé mes chaussures et m'a recouverte d'un afghan doux que ma grand-mère avait tricoté. Elle s'est déplacée dans la maison silencieuse, éteignant les lumières, vérifiant les serrures, créant une bulle de sécurité autour de ma dévastation. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé avec un mal de tête lancinant et un torticolis. Brenda dormait dans le fauteuil voisin. Pendant une seconde de bonheur fugace, j'ai pensé que tout cela n'avait été qu'un cauchemar horrible et tordu. Puis la vague de nausée matinale a frappé, un rappel physique violent que tout était réel. Non seulement mon mari était parti, mais j'étais toujours très enceinte. Brenda m'a préparé des toasts, les coupant en petits carrés faciles à gérer, et une tasse de thé au blé avec du miel. Tu dois manger quelque chose, a-t-elle dit doucement. Pour le bébé. Ma main a dérivé vers mon ventre. Mon bébé. C'était toujours mon enfant. Quels que soient les choix monstrueux que Brandon avait faits, cette petite vie innocente était la mienne. Un instinct protecteur féroce a flambé en moi, la première émotion autre que le chagrin que j'avais ressenti depuis des heures. J'ai passé la journée dans un état second, essayant de l'appeler, mais son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale à chaque fois. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Mes SMS, d'abord le suppliant de rentrer à la maison pour parler, puis le suppliant de ne pas me rejeter, se sont heurtés à un mur de silence numérique. Dans l'après-midi, le choc et le chagrin ont commencé à tourner, remplacés par la lente et chaude brûlure de la colère. Ce n'était pas seulement un chagrin d'amour. C'était une injustice. Je me suis ressaisi, je suis allé dans mon bureau et j'ai regardé le numéro de mon médecin. Ma voix était étonnamment stable quand j'ai appelé pour prendre mon premier rendez-vous prénatal. J'allais le faire avec ou sans lui. Ce soir-là, alors que je picorais sans enthousiasme les restes de lasagne qui me semblaient maintenant une relique d'une autre vie, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Brandon. Mon cœur a bondi d'un espoir pathétique et désespéré qui a été immédiatement anéanti. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une question sur mon état. C'était une déclaration logistique froide. Je reste avec Heather. J'enverrai de l'argent pour les factures. Heather. C'était donc son nom, le nom de la femme qu'il avait choisi plutôt que moi et notre enfant. Il l'avait mentionné auparavant en passant, une jeune collègue brillante de son équipe à l'agence de marketing, pleine d'idées fraîches, 24 ans, 7 ans de moins que moi. Cette pensée m'a fait me sentir vieille, usée. J'ai répondu instantanément, mes pouces tremblant d'un mélange de rage et de douleur. Nous devons parler en personne. Tu me dois bien ça. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. J'ai besoin d'espace. Je ne suis pas prêt à parler pour l'instant. De l'espace. Il avait besoin d'espace. Après avoir fait exploser mon monde entier. Une semaine a passé. Puis 2. C'était une période d'animation suspendue. J'allais au travail, fonctionnant en pilote automatique, souriant aux collègues, répondant aux emails, alors qu'à l'intérieur, je hurlais. La nuit, je rentrais au silence écrasant de la maison. Il est passé une fois pendant que j'étais au travail pour récupérer d'autres de ses affaires. Il n'a pas appelé avant. Il n'a pas envoyé de SMS après. Il a juste pris. Il a laissé ses clés de maison sur le granit poli du comptoir de la cuisine à côté d'un seul morceau de papier plié. Même pas une lettre. Un mot. J'ai payé l'hypothèque jusqu'au mois prochain. Je te contacterai au sujet du divorce après avoir parlé à un avocat. Divorce. Avocat. Juste comme ça. Après 7 ans de vie, d'amour, d'histoire partagée, il a mis fin à notre mariage avec un mot froid et impersonnel, comme un mémo laissé à un colocataire. La lâcheté de la chose était à couper le souffle.
J'ai froissé le mot dans mon poing, les bords coupants s'enfonçant dans ma paume. La colère était un feu brûlant dans ma poitrine, consumant le reste de mes larmes. Il ne me quittait pas seulement. Il essayait de m'effacer, de nous effacer, d'effacer notre bébé. Et je ne le laisserai pas faire. Les jours suivants ont été un flou de rage pure et sans mélange et d'un chagrin si profond qu'il ressemblait à un poids physique sur ma poitrine. J'allais au travail, enfilant mon masque de professionnalisme. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. La nuit, je restais éveillé dans notre grand lit vide, fixant le plafond, mon esprit s'emballant, piégé dans une boucle tortueuse. Qui est cette Heather? Que avait-elle que je n'avais pas? Était-elle plus drôle, plus intelligente, plus jolie? Les questions me consumaient, rongeant l'estime de moi déjà brisée. Un soir, après une autre nuit blanche, alimentée par un cocktail toxique de chagrin d'amour, de colère et d'un besoin désespéré de réponse, j'ai fait quelque chose que je savais que je ne devrais pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lueur de l'écran illuminant mon visage strié de larmes dans le salon sombre. Mes doigts tremblaient en tapant son nom, Heather Riley, dans la barre de recherche des réseaux sociaux. Je me suis dit que j'avais juste besoin de voir son visage. J'avais besoin de comprendre qui était cette personne qui détenait un tel pouvoir qu'elle pouvait anéantir toute ma vie. Son profil était public et elle était là. Les photos étaient lumineuses, insouciantes. Elle était belle de cette manière naturelle des très jeunes, avec de longs cheveux blonds et un sourire éclatant et confiant. Leur profil était une galerie de ma vie volée. Des photos d'eux riant sur un bar en terrasse, ses bras passaient possessivement autour d'elle. Un week-end à la côte, au même endroit où lui et moi étions allés pour notre anniversaire l'année dernière. Il avait l'air heureux, plus jeune, sans fardeau. Il n'y avait aucun signe de nuit blanche ou d'une femme à la maison qui l'attendait. J'ai fait défiler ces photos, chacune un nouveau coup de poignard au cœur. Mon doigt planait sur la souris, prêt à fermer la fenêtre pour m'épargner cette torture auto-infligée. Mais alors je l'ai vue, une photo datant de quelques mois. C'était une photo de groupe avec la mention « Super barbecue en famille ». Et sur la photo, debout à côté de Heather, son bras nonchalamment passé autour de l'épaule de Heather, se trouvait la nouvelle femme de mon père, Diane. Et à côté d'eux, tenant une bière et souriant largement à l'appareil photo, se trouvait mon propre père. Le monde ne s'est pas seulement arrêté. Il a cessé d'exister. J'ai fixé l'écran, mon cerveau refusant de traiter ce que mes yeux voyaient. C'était comme un bug dans la réalité. Ça n'avait pas de sens. Mon père s'était remarié il y a 5 ans après le décès de ma mère d'une longue maladie. Sa nouvelle femme, Diane, était une femme parfaitement gentille qui en faisait un peu trop. Elle avait une fille de son premier mariage, une fille qui était à l'université hors de l'État, que je n'avais rencontrée qu'une poignée de fois lors de réunions de famille maladroites. Une fille calme et jolie qui avait toujours été polie. Une fille nommée Heather, ma demi-sœur. Le souffle m'a quitté dans un halètement rauque et douloureux. J'ai ressenti une vague de nausée si intense, si violente, que j'ai dû m'agripper aux côtés de mon bureau pour ne pas tomber de ma chaise. Ce n'était pas une simple jeune collègue. C'était ma propre demi-sœur, la fille qui s'était assise à notre table de dîner de Noël l'année dernière, souriant gentiment et m'appelant sa nouvelle grande sœur. La fille à qui j'avais donné des conseils amicaux et fraternels sur sa carrière. La trahison était si profonde, si monstrueusement intime, qu'elle semblait me déchirer physiquement. Chaque conversation polie, chaque dîner de fête partagé, chaque photo souriante truquée était maintenant souillée de cette vérité écœurante et horrifiante. Il n'avait pas seulement eu une liaison. Il l'avait orchestrée sous mon nez, tissant une toile de mensonges au sein de la structure fracturée de ma propre famille. Mon propre père avait accueilli la maîtresse de mon mari, ma propre sœur, dans sa maison, avait souri pour des photos avec eux. J'ai repensé à un appel téléphonique avec mon père quelques mois plus tôt. Il avait mentionné si nonchalamment que la fille de Diane, Heather, avait obtenu un excellent nouvel emploi en ville dans une grande agence de marketing, la même agence où travaillait Brandon. Je me suis souvenu de Brandon mentionnant avec un étrange enthousiasme qu'il encadrait une nouvelle recrue, une vraie fonceuse. Tout s'est mis en place, une série de pièces de puzzle horribles et parfaitement alignées. Ce n'était pas une liaison au hasard. C'était une tromperie calculée, délibérée et maléfique. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain et j'ai été violemment malade, vomissant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors que j'étais à genoux sur le carrelage froid, mon corps tremblant de manière incontrôlable, j'ai réalisé la vérité dévastatrice. La douleur que j'avais ressentie lorsque Brendan était parti n'était rien.
Une simple coupure de papier comparée à cela. C'était une blessure nette. Ça. C'était une pourriture, un poison qui avait infecté chaque partie de ma vie, chaque relation que je chérissais. Ils n'avaient pas seulement brisé mon cœur. Ils avaient conspiré pour détruire mon monde entier. Après la révélation anéantissante sur Heather, j'avais l'impression de vivre sous l'eau. Le monde semblait assourdi, distant, chaque son étouffé. Je me suis déclaré malade au travail pendant 2 jours, incapable de trouver l'énergie de sortir du lit, encore moins d'affronter mes collègues avec un sourire. Je n'ai même pas raconté toute l'histoire à Brenda au début. La honte et l'horreur de la trahison incestueuse étaient trop grandes, trop laides pour être mises en mots. C'était comme un secret si sombre qu'il contaminerait quiconque à qui je le dirais. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, que j'avais touché le fond absolu du désespoir, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais dans mon état d'engourdissement, j'ai quand même répondu. Abigail ? La voix était nette, froide et immédiatement reconnaissable. C'était Eleanor, la mère de Brandon. Ma belle-mère. Bonjour, Eleanor, dis-je, ma voix plate, dépourvue de la chaleur qu'elle avait autrefois lorsque je lui parlais. Brendan nous a parlé de cette situation, a-t-elle dit, et la légère pause délibérée avant le mot « situation » dégoulinait d'une désapprobation glaçante. Je voulais juste appeler pour dire que vous devez lui donner un peu de temps. Il se sent très sous pression en ce moment. Vous comprenez ? J'ai failli laisser échapper un rire sauvage et hystérique. Sous pression ? Il se sentait sous pression. C'est lui qui est parti, Eleanor, laissant sa femme enceinte, pour ma propre demi-sœur. J'ai ajouté cette dernière partie avec une satisfaction amère et venimeuse, voulant voir si cela allait même l'atteindre. Elle l'a complètement ignoré, comme si je n'avais pas parlé. Eh bien, il est encore si jeune, a-t-elle poursuivi, d'un ton condescendant. Il a toute sa carrière devant lui. Une grosse promotion en jeu. Une famille. C'est beaucoup à gérer à son âge. Ça peut être une distraction. Il a 31 ans, Eleanor, dis-je, ma voix s'élevant, la colère commençant à percer mon engourdissement. C'est un homme adulte qui a fait un choix. Une série de choix. Puis est venue la vraie gifle, la phrase qui a prouvé que son cœur était aussi froid et vide que celui de son fils. Je dis juste, a-t-elle continué, sa voix baissant en un murmure conspirateur, comme si elle partageait un conseil utile entre femmes, que vous devriez envisager toutes vos options. Il est encore tôt. Il y a des moyens de gérer ces choses discrètement pour qu'elle n'ait pas à perturber l'avenir prometteur d'un jeune homme. L'implication était si claire, si monstrueusement égoïste, qu'elle m'a coupé le souffle. Elle suggérait que je me fasse avorter, pour effacer le problème, pour mettre mon enfant sous le tapis afin que son précieux fils en or puisse continuer sa vie sans fardeau et sans interruption. Quelque chose en moi, quelque chose qui avait été battu et brisé, a soudainement cédé. Le brouillard du deuil a été consumé par une rage blanche et purificatrice. Laissez-moi être parfaitement clair, Eleanor, dis-je, ma voix basse et tremblante d'une fureur que je ne me connaissais pas, je garde ce bébé, mon bébé, votre petit enfant. Et si Brendan est trop lâche pour être père, c'est son échec et sa honte, pas la mienne. Ne m'appelez plus jamais, jamais avec une suggestion aussi dégoûtante et maléfique. J'ai raccroché le téléphone si fort qu'il a tremblé dans son support. Tout mon corps tremblait, non pas de peur ou de tristesse, mais d'adrénaline pure et sans mélange. C'est donc de là que Brandon tenait son égoïsme sans âme. C'était hérité. C'était enseigné. Quelques jours plus tard, son père, Richard, a appelé. Il a adopté une approche plus douce, plus manipulatrice, me demandant comment j'allais, feignant une préoccupation paternelle qui me donnait maintenant la chair de poule. Mais tout cela n'était qu'un prélude à la même conclusion pourrie. Nous nous inquiétons juste pour Brandon, ma chérie, a-t-il dit d'une voix apaisante et condescendante. C'est une période vraiment cruciale pour sa carrière. Cette grossesse, aussi merveilleux qu'un bébé soit, est un timing malheureux. Un timing malheureux. Mon enfant, sa propre chair et son propre sang, était un timing malheureux. Il nous a aussi parlé du lien profond qu'il a avec Heather, a poursuivi Richard, comme si ce noble fait romantique excusait tout. Parfois, ces choses arrivent. Le cœur veut ce qu'il veut. Il a offert une aide financière. Il a parlé d'organiser une réunion avec leur avocat pour discuter d'un règlement équitable pour le divorce, pour s'assurer que j'étais prise en charge. Il essayait d'acheter mon silence,
de me dédommager comme une ancienne employée mécontente. Pas une seule fois il n'a dit que ce que son fils avait fait était mal. Pas une seule fois il n'a offert une once d'empathie humaine sincère. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le silence suffocant de ma maison désormais vide et j'ai enfin compris. J'étais totalement, complètement et profondément seul dans cette affaire. Brandon avait choisi Heather. Ses parents l'avaient choisi. Et mon propre père. Eh bien, son silence assourdissant sur le sujet était sa propre forme de trahison. Il n'y avait plus que moi et mon bébé maintenant, contre tous. Et étrangement, à ce moment de désolation absolue, j'ai senti une lueur de quelque chose d'autre prendre racine dans mon cœur. La défiance. Ils pensaient pouvoir me briser, m'effacer, me balayer, moi et mon enfant. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. La première chose que j'ai faite a été de chercher des avocats spécialisés en droit de la famille. Le combat ne faisait que commencer. Les mois qui ont suivi ont été les plus longs et les plus solitaires de ma vie. La grossesse est censée être une période de joie, d'excitation partagée et de préparation. Pour moi, ce fut une période de solitude calme et déterminée, une longue et ardue bataille menée seule. La première étape a été de quitter la maison. Je ne pouvais pas y rester. Chaque coin recelait un souvenir qui semblait maintenant un mensonge. La place sur le canapé où nous regardions des films, la cuisine où j'avais préparé ce dernier repas fatidique. Tout était souillé. J'ai engagé une avocate, une femme vive et pragmatique nommée Cynthia, qui m'a regardé non pas avec pitié, mais avec un feu déterminé dans les yeux qui reflétait le mien. Nous avons immédiatement entamé la procédure de divorce. Brandon n'a rien contesté. Il voulait juste en finir proprement et rapidement. Son avocat et le mien ont tout géré. Nos biens communs ont été partagés. Les papiers ont été signés. C'était si clinique, si détaché, comme la clôture d'un compte professionnel, pas la fin d'un mariage de 7 ans. Le processus de faire les cartons de notre vie commune a été son propre genre d'enfer. Je l'ai fait principalement seul les week-ends. Brenda venait aider, sa présence une source de force silencieuse et constante. Chaque carton était une nouvelle vague de chagrin. J'ai trouvé de vieux billets de concert, des photos de notre lune de miel, les petits mots idiots qu'il me laissait sur le miroir de la salle de bain. Je devais décider quoi garder, quoi jeter, quoi brûler. J'avais l'impression de gérer un musée d'une vie morte. Brenda m'a aidé à trouver un petit appartement de 2 chambres dans un complexe calme de l'autre côté de la ville. C'était plus cher que ce que je pouvais confortablement me permettre avec mon seul salaire, mais c'était sûr et c'était une page blanche. La 2e chambre, autrefois destinée à être mon bureau, s'est lentement transformée en chambre de bébé. La transformation a été un acte d'espoir lent et délibéré. J'ai passé un week-end entier à peindre les murs d'un jaune soleil doux, mon ventre de femme enceinte heurtant l'échelle. Je l'ai fait toute seule, ressentant un fier sentiment de fierté à chaque coup de pinceau. Je passais des heures en ligne la nuit, lorsque la solitude était à son comble, à rechercher des berceaux et des sièges auto, mes factures de cartes de crédit s'accumulant à un rythme alarmant. Chaque achat était un nouveau rappel que je faisais cela seul. Il n'y avait pas de partenaire avec qui débattre des palettes de couleurs, pas de main forte pour m'aider à déchiffrer les instructions hiéroglyphiques cryptiques pour assembler une table à langer. Je me souviens d'un samedi après-midi, assise par terre dans la chambre de bébé, entourée de pièces du berceau non assemblées, le manuel d'instructions ressemblant à une langue étrangère. J'étais hormonal, épuisé, et j'ai juste commencé à pleurer. Des sanglots profonds et secoués de frustration et de solitude. Je me sentais si pathétique. Mais j'ai regardé la photo d'échographie que j'avais scotchée au mur. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essuyé mes larmes et j'ai ramassé le tournevis. J'ai fini de monter ce berceau pièce par pièce, même si cela m'a pris jusqu'à minuit. Il y avait des moments de profonde solitude qui me frappaient de nulle part, comme des embuscades. Debout dans le rayon bébé de Target, entouré de couples heureux et rayonnants riant et choisissant de minuscules chaussettes. Allongé dans mon lit la nuit, sentant le bébé donner des coups de pied, un battement de vie en moi, sans personne pour poser une main sur mon ventre et partager ce miracle. Mon premier rendez-vous prénatal a été le plus difficile. J'étais assise dans la salle d'attente, les yeux fixés sur un magazine, essayant d'ignorer le joyeux bavardage des autres futures mères, toutes tenant la main de leur fier mari. Lorsque l'infirmière a appelé mon nom, Abigail Foster, je suis retourné seul dans la salle d'examen. Et puis la technicienne a pressé le gel froid sur mon ventre. L'écran a pris vie et je l'ai entendu.
Un son comme un minuscule battement de tambour frénétique. Ouch. 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 Le son du cœur de mon bébé. Fort. Réel. Vivant. Les larmes ont coulé sur mon visage. La gentille technicienne m'a tapoté le bras, pensant probablement que ce n'était que des larmes de joie. Et elles l'étaient, d'une certaine manière, mais c'était aussi des larmes de profond chagrin. Le deuil de la famille que je pensais que nous serions, le deuil du père que cette petite personne parfaite ne connaîtrait jamais. Ils m'ont donné une petite impression granuleuse de l'image de l'échographie. C'était juste une petite tache en forme de haricot. Mais à ce moment-là, c'était tout mon univers. C'était ma raison d'être. Je suis rentré dans mon appartement vide et je l'ai collé sur le réfrigérateur avec un aimant. C'est devenu mon encre, mon étoile polaire. Chaque matin, lorsque la nausée frappait, lorsque la solitude ressemblait à un poids physique, lorsque je m'inquiétais des factures qui s'accumulaient, je regardais cette petite photo en noir et blanc. C'était une promesse, un rappel que quoi qu'il arrive, aussi difficile que ce soit, je n'étais pas vraiment seul. Cette petite personne comptait sur moi, et il était hors de question que je la laisse tomber. Léo est né un mardi soir fin octobre, sous les dures lumières fluorescentes de l'hôpital, après 19 heures de travail épuisant et harassant. Brenda était à mes côtés tout le temps, ma partenaire d'accouchement, mon coach, mon roc inébranlable. Elle m'a tenu la main, m'a donné des glaçons et m'a laissé lui serrer les doigts jusqu'à ce qu'il soit engourdi pendant que je jurais entre mes dents que je n'y arriverais plus. C'est elle qui a essuyé la sueur de mon front et m'a dit que j'étais la personne la plus forte qu'elle connaisse. Les infirmières étaient gentilles, mais leur gaieté professionnelle me tapait parfois sur les nerfs. Elles n'arrêtaient pas de demander après, « Papa. Papa est-il en route? Devrions-nous appeler papa ?» Après la 3e fois, j'en ai eu marre des regards apitoyés que je recevais quand j'expliquais la situation. C'était plus simple de dire simplement, « Il n'est pas dans le tableau. » L'expression semblait à la fois parfaitement vraie et comme le plus énorme euphémisme de tous les temps. Au moment où ils ont placé Léo sur ma poitrine, une petite créature hurlante et merveilleusement ridée, le reste du monde, les machines qui bipaient, les infirmières fatiguées, toute l'histoire douloureuse des 9 derniers mois, tout s'est simplement fondu en un arrière-plan flou. Il n'y avait que lui. Ses yeux sombres et curieux, encore gonflés par la naissance, me regardant comme s'il me connaissait déjà. Ses parfaits petits doigts avec leurs encore plus petits ongles s'enroulant autour d'un des miens avec une force surprenante. Il était réel. Il était là, il était à moi. Entièrement à moi. Ces premières semaines ont été un flou désorientant d'insomnie, de téter 24 heures sur 24 et d'une panique constante de bas grade que je faisais tout de travers. La nuit où nous sommes rentrés de l'hôpital a été la pire de toutes. Léo n'arrêtait pas de pleurer. Ce n'était pas un cri de bébé normal. C'était une plainte aiguë et inconsolable qui a duré des heures. J'ai tout essayé dans les livres de parentalité. Le nourrir, le faire rôter, changer sa couche, l'emmailloter plus serré, puis plus lâche, le bercer, marcher avec lui. Rien n'a fonctionné. À 3 heures du matin, je me souviens être assise sur le carrelage froid de ma salle de bain, le seul endroit où l'acoustique semblait légèrement étouffer les cris. Je pleurais aussi, mes propres larmes silencieuses et épuisées coulant sur mon visage avec Léo gémissant dans mes bras. Je cherchais sur Google, pourquoi mon bébé n'arrête pas de pleurer, sur mon téléphone d'une main, ma vision floue. À ce moment-là, je ne m'étais jamais senti aussi dépassé, si mal équipé, si complètement et totalement seul. Mais nous avons survécu à cette nuit, et à la suivante, et à celle d'après. Jour après jour, heure après heure, nous avons trouvé nos marques, Léo et moi. Nous sommes devenus une équipe. J'ai appris à déchiffrer ses pleurs. J'ai appris que le cri court, aigu et affamé était différent du long cri plaintif et fatigué, qui était complètement différent du cri difficile, le cœur brisé, je veux juste être tenu. J'ai découvert qu'il adorait quand je lui chantais de vieilles berceuses, même si je ne sais pas chanter juste. J'ai vu sa personnalité émerger petit à petit. C'était un bébé sérieux et observateur, mais il avait un rire soudain et explosif qui pouvait illuminer toute la pièce et faire que tous les moments difficiles en valaient la peine. Le travail était un tout autre défi. J'ai dû y retourner quand Léo n'avait que 10 semaines. Mes économies avaient disparu et les factures n'allaient pas se payer toutes seules. Ma patronne, Anastasia, a été étonnamment compréhensive, me laissant travailler à domicile 2 jours par semaine, une bouée de sauvetage. Mais trouver une garde d'enfants abordable m'a presque ruiné financièrement et émotionnellement.
Le coût de la garderie était supérieur à mon loyer mensuel, un fait stupéfiant de la vie moderne qui me semble encore absolument insensé. La pension alimentaire de Brandon, qui avait été ordonnée dans le divorce, était au mieux sporadique. Un chèque arrivait un mois, puis rien pendant les 2 suivants. Il y avait toujours une excuse créative envoyée par SMS par son avocat. Sa voiture avait besoin de réparations coûteuses. Il avait des frais médicaux imprévus. Il changeait de travail et la paperasse était retardée. Un mois, le paiement avait 2 semaines de retard. Quelques jours plus tard, j'ai fait l'erreur de débloquer Heather sur les réseaux sociaux lors d'un moment de faible curiosité. La première photo que j'ai vue était d'elle et Brendan en Espagne, souriants, bronzés et insouciants. La pension alimentaire de mon fils finançait leurs vacances romantiques en Europe. J'ai eu la nausée. Je les ai bloqués tous les deux à nouveau après ça, pour de bon cette fois. Brenda avait raison. C'était un poison pour ma santé mentale. J'avais envoyé à Brendan un simple SMS le jour de la naissance de Léo avec sa date de naissance, son poids et une seule photo claire. Je n'ai reçu aucune réponse. J'ai créé un album photo partagé privé en ligne, téléchargeant occasionnellement de nouvelles photos au cas où il développerait un jour une conscience et voudrait voir son fils. Autant que je sache, il n'a même jamais ouvert le lien. Le père de mon fils vivait à moins de 30 minutes dans un monde de bars sur les toits et de vacances européennes, et il était un étranger complet et total. Juste au moment où je pensais avoir enfin trouvé une paix fragile, une routine prévisible bien qu'épuisante pour moi et Léo, ils sont venus frapper à la porte, ou plutôt envoyer des SMS. Ça a commencé par un message d'un numéro inconnu, qui s'est avéré être Eleanor, la mère de Brendan. Il est arrivé environ un mois après la naissance de Léo. Nous avons entendu dire que vous avez eu le bébé. Nous aimerions voir notre petit-fils. J'ai fixé le message pendant 10 bonnes minutes, un rire amer et incrédule montant dans ma gorge. Notre petit-fils ? Le même petit-fils qu'elle m'avait si froidement suggéré de me débarrasser pour protéger les perspectives de carrière de son fils. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Quelques jours plus tard, un énorme bouquet de fleurs est arrivé à mon appartement. La carte était signée d'Eleanor et Richard. Puis, une boîte d'une boutique pour bébé ridiculement chère, remplie de vêtements de marque qui iraient à un enfant d'1 an. Et enfin, une lettre manuscrite pleine de langage fleuri sur l'importance de la famille et sur le fait qu'ils aimeraient faire partie de la vie de leur petit-fils. Le conseil de Brenda était simple. Ignore-les. Jette la lettre à la poubelle. Mais une petite partie de moi, naïve et stupide, se demandait si peut-être, juste peut-être, la réalité de la naissance de Léo les avait changés. Peut-être que le voir, le tenir, leur ferait réaliser la gravité de ce que leur fils avait fait. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai accepté une courte visite d'1 heure à mon appartement quand Léo avait 4 mois. Ce fut l'une des heures les plus gênantes et tendues de toute ma vie. Eleanor et Richard sont arrivés les bras chargés de cadeaux ostentatoires, comme s'ils pouvaient racheter leur place dans nos vies avec une montagne de jouets en plastique et de couvertures de bébés en cachemire. L'air était épais de mots non dits. Eleanor n'arrêtait pas de commenter avec une fausse gaieté à quel point Léo ressemblait à Brandon bébé. Richard, quant à lui, a pris une 50aine de photos sur son téléphone, plaçant Léo de telle ou telle manière comme s'il était un accessoire. Pas une seule fois ils ne se sont excusés. Pas une seule fois ils n'ont mentionné l'absence totale et complète de leur fils. Pas une seule fois ils n'ont reconnu leur propre comportement horrible au téléphone. Ils ont agi comme si les derniers mois n'avaient tout simplement jamais eu lieu. Comme si nous étions tous une grande famille heureuse profitant d'une agréable visite d'après-midi. La visite tirait à sa fin et je comptais les secondes jusqu'à ce que je puisse leur demander de partir. C'est là qu'Eleanor a lâché la bombe. C'est un si bon bébé, a-t-elle roucoulé, caressant la douce joue de Léo alors qu'il dormait dans mes bras. Nous aimerions le prendre pour une nuit le week-end prochain. Ça vous donnerait une petite pause. Vous devez être si fatigué. Je me suis figé. La suggestion était si déplacée, si présomptueuse, qu'elle m'a coupé le souffle. Laisser mon fils en bas âge, l'enfant qu'il m'avait pratiquement suggéré d'avorter, aller n'importe où avec eux, être hors de ma vue sous leur garde? Absolument, catégoriquement non. J'ai tracé une ligne dure et claire. Non, dis-je, ma voix polie, mais empreinte d'acier. Ça n'arrivera pas, le sourire agréable d'Eleanor s'est crispé sur les bords. Ne soyez pas difficile, Abigail. Nous sommes ses grands-parents. Nous avons des droits, vous savez. Nous pourrions faire appel à un avocat pour obtenir un droit de visite.
La menace, bien que voilée, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous avez les droits que je vous accorde, ai-je répondu, ma politesse s'évaporant complètement. Et après que vous m'ayez suggéré de me faire avorter, vous avez une chance incroyable que je vous laisse même entrer chez moi. L'atmosphère dans le petit appartement est devenue instantanément hostile. Richard a commencé à bafouiller, essayant d'arranger les choses, mais Eleanor était furieuse, son visage devenant d'un rouge lait et tacheté. Et c'est laquelle l'a dit, la phrase qui a révélé leur véritable fond égoïste et pourri. Vous utilisez juste ce bébé pour punir Brandon, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé, sa voix un murmure venimeux. Vous l'éloignez de sa famille par pure méchanceté. L'audace, l'hypocrisie purement hallucinante de son accusation était à couper le souffle. Brendan n'avait montré aucun intérêt pour son propre fils. C'est lui qui se tenait à l'écart de son enfant, et c'est moi qui étais accusé de méchanceté. Je me suis levé, je suis allé à la porte et je l'ai ouverte en grand. La visite est terminée, dis-je, ma voix dangereusement calme. Veuillez partir maintenant. Ils sont partis, balbutiant d'indignation sur mon ingratitude. En fermant et en verrouillant la porte derrière eux, j'ai fait un vœu solennel à mon fils endormi. Je ne l'exposerai plus jamais à ce genre d'hypocrisie toxique et manipulatrice. Il méritait mieux. Il méritait des gens dans sa vie qui le choisissaient, qui l'aimaient inconditionnellement. Et si cela signifiait que nous n'étions que nous deux contre le monde, alors soit. Si vous écoutez toujours mon histoire, si vous m'avez suivi jusqu'ici dans les ténèbres, je veux juste vous dire merci. Cela signifie plus que vous ne le pensez. S'il vous plaît, si vous pouviez m'aider en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire avec le chiffre ainsi dessous. De cette façon, je saurai que vous m'avez donné un j'aime et je saurai que vous êtes ici avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi à continuer. Commentez simplement le chiffre 1 et écoutez ce qui s'est passé ensuite. 5 ans. C'est une étrange mesure du temps. Ça peut sembler une vie entière et un clin d'œil tout à la fois. Les nuits blanches avec le nouveau-né, que je pensais ne jamais finir, ont été remplacées par l'orientation de la maternelle et les genoux écorchés. Le petit bébé sans défense qui dépendait de moi pour tout, était maintenant un garçon de 5 ans bavard, énergique et incroyablement intelligent nommé Léo qui connaissait toutes les planètes dans l'ordre et corrigeait solennellement ma prononciation des noms de dinosaures. Le temps est une chose sauvage, implacable et curative. Nous avions construit une bonne vie, lui et moi. Ce n'était pas facile. Il y a eu des années à jongler entre les dépôts à la garderie et les échéances de travail imminentes, à exister dans un état d'épuisement perpétuel. Il y a eu des moments où il fallait joindre les deux bouts, à calculer soigneusement chaque facture d'épicerie. La pension alimentaire de Brandon avait finalement cessé complètement vers le 3e anniversaire de Léo. Après une série de paiements manqués et d'excuses bidons, j'ai déposé une plainte auprès de l'agence d'exécution de l'État. Mais il était devenu un fantôme, changeant de travail si souvent qu'il ne pouvait jamais le suivre. Finalement, j'ai pris la décision consciente de laisser tomber. Le stress du combat, la colère et l'anxiété constante n'en valaient pas la peine. Je préférais que Léo me voie calme et présente plutôt que constamment anxieuse pour de l'argent dont nous pouvions, avec un budget serré, nous passer. Ma carrière, heureusement, ne s'était pas seulement stabilisée, elle avait prospéré. Anastasia, ma patronne, avait vu mon travail acharné et mon dévouement sans faille. Elle m'avait donné plus de responsabilités, de plus grands projets. L'année dernière, elle m'avait appelé dans son bureau et m'avait offert une promotion au poste de chef de projet principal. L'augmentation significative de mon salaire a changé ma vie. Cela signifiait que je pouvais enfin arrêter l'instabilité de la location. J'ai économisé chaque centime, et il y a 6 mois, j'ai acheté une petite maison de ville de 2 chambres dans un bon district scolaire. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Elle avait un petit jardin où nous avons tenté de faire pousser des tomates qui n'ont jamais vraiment bien tourné, et les empreintes de mains colorées de Léo étaient encadrées et peintes sur le mur de sa chambre. C'était notre sanctuaire, construit non pas sur un mariage brisé, mais sur mes 2 propres mains. La question que je redoutais depuis des années est finalement arrivée un jour dans le rayon des céréales de l'épicerie. « Maman » a demandé Léo, sa petite voix s'élevant complètement à l'improviste. « Pourquoi je n'ai pas de papa ?» Je m'étais préparé à ce moment. J'avais lu des articles. J'avais répété des explications adaptées à son âge, mais rien ne vous prépare vraiment à regarder dans ses yeux innocents et curieux. Je me suis agenouillé là, dans l'allée, j'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit une version simplifiée de la vérité. Que son papa n'était pas prêt à être parent,
mais que cela ne signifiait pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Léo. Que parfois les adultes prennent de grandes décisions tristes qui blessent les gens, mais que je l'avais voulu et aimé assez pour 2 parents et plus encore. C'était une conversation que nous aurions de nombreuses autres fois, et elle n'est jamais devenue plus facile. Puis, il y a environ 10 mois, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Lors d'une réunion parents-enseignants chaotique à l'école maternelle de Léo, j'ai rencontré Walter. C'était le père d'une adorable petite fille nommée Emma, l'une des meilleures amies de Léo. Il était veuf, et il avait cette énergie gentille, douce et apaisante. Il portait aussi un t-shirt qui disait « Je ne discute pas ». J'explique juste pourquoi j'ai raison. Ce qui m'a fait rire. Ça a commencé innocemment avec des rendez-vous de jeu pour les enfants au parc, puis un café pendant qu'ils jouaient, puis un dîner un soir après que l'entraînement de football ait duré plus longtemps que prévu. Walter était patient. Il comprenait sans que j'aie à l'expliquer que Léo et moi étions un lot, toujours. Il n'a jamais rien précipité. Il a posé des questions réfléchies sur l'obsession actuelle de Léo pour les astronautes et lui a apporté des livres sur les étoiles. La première fois qu'il a réparé la selle de vélo bancale de Léo sans qu'on le lui demande, j'ai failli pleurer devant la gentillesse simple et profonde de ce geste. Nous sortions officiellement ensemble depuis 7 mois maintenant, y allant doucement, construisant quelque chose de réel. Pour la première fois en 5 longues années, je m'autorisais à nouveau à imaginer un avenir avec quelqu'un. Puis, pas plus tard qu'hier, j'ai croisé un vieil ami de Brandon en allant chercher Léo à l'école. Après quelques banalités maladroites, il a lâché une bombe. Brandon et Heather avaient rompu il y a 6 mois. Apparemment, après toutes ces années, elle voulait se marier et fonder une famille. Et Brandon, maintenant âgé de 35 ans, disait toujours qu'il n'était pas prêt pour les enfants. Après l'avoir fait patienter pendant des années, elle lui a finalement posé un ultimatum, et il a choisi. Eh bien, pas elle. L'ironie était si épaisse, si amère, que je pouvais la goûter. L'ami m'a aussi dit que l'entreprise de Brandon avait réduit ses effectifs l'année dernière et qu'il avait été licencié. Il avait du mal à trouver un travail stable depuis. Il squattait sur les canapés d'amis. La vie parfaite et glamour pour laquelle il nous avait abandonnés s'était complètement, spectaculairement effondrée. Je suis resté assise dans ma voiture après cette conversation, ne sachant pas quoi ressentir. Il n'y a pas eu de moment triomphal, bien fait pour lui, comme la version plus jeune et plus en colère de moi aurait pu l'imaginer. Il n'y avait qu'un étrange vide silencieux. Ce chapitre de ma vie semblait appartenir à un livre entièrement différent, un que j'avais fini de lire et placé sur une étagère poussiéreuse il y a longtemps. Pour vraiment comprendre où j'en suis maintenant, pour comprendre la paix que j'ai trouvée, vous devez comprendre Walter. Il est la présence calme, stable et inébranlable qui est entrée dans ma vie alors que je ne cherchais même pas. Après ce qui s'est passé avec Brandon et Heather, j'avais construit des murs si hauts et si épais autour de mon cœur que je ne pensais pas que quiconque pourrait jamais les escalader. Je n'étais pas intéressé par les rencontres. J'étais cynique et méfiante. Ma vie tournait autour de ma carrière et de mon fils, et je m'étais convaincu que c'était plus que suffisant. Walter n'a pas essayé d'escalader les murs. Il n'a pas essayé de les abattre. Il s'est juste assis patiemment à l'extérieur, en étant un ami. En tant que père célibataire qui avait traversé sa propre perte profonde, il a juste compris. Il a compris l'épuisement jusqu'à la moelle, le jonglage constant, la façon dont votre monde entier se rétrécit à la taille des besoins et des joies de votre enfant. Sa femme, la mère d'Emma, était décédée d'un cancer quand Emma n'avait qu'1 an. Il parlait d'elle avec une si belle combinaison d'amour et de tristesse, et il était si brutalement honnête sur ses craintes d'élever une fille seule. Sa vulnérabilité, son manque de prétention m'ont fait lui faire confiance d'une manière que je n'avais pas fait confiance à personne depuis très longtemps. Notre premier vrai rendez-vous sans les enfants était presque comiquement simple. Nous sommes allés nous promener dans le parc local un après-midi ensoleillé. Il n'a pas essayé de m'impressionner avec un restaurant chic ou de grands gestes. Il a juste écouté. Il m'a posé des questions sur mon travail, pas seulement ce que je faisais, mais ce qui me passionnait. Il m'a posé des questions sur mes rêves avant que tout ne change. Il m'a vu, Abigail, la personne, pas seulement la mère de Léo, la mère célibataire avec une histoire tragique. Et il était absolument incroyable avec Léo. Il n'a jamais essayé d'être un père de remplacement. Il n'a jamais outrepassé ses limites. Il était juste Walter, un adulte gentil et drôle qui se mettait par terre pour construire des châteaux de Lego élaborés pendant des heures et qui connaissait une quantité impressionnante de choses sur les différents types de véhicules de construction.
C'est lui qui a appris à Léo à bien faire des ricochets sur l'étang, une compétence que je n'avais jamais maîtrisée. Je me souviens les avoir regardés de loin un après-midi, le visage de mon fils illuminé d'une joie pure et sans mélange alors qu'une pierre plate ricochait sur la surface de l'eau. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le soleil. Un soir, des mois après que nous ayons commencé à sortir ensemble, après que les enfants se soient endormis et que la maison soit calme, nous étions assis sur ma petite terrasse arrière, sirotant des tasses de thé. Il s'est tourné vers moi, son expression sérieuse mais douce, et m'a dit qu'il tombait amoureux de moi. Il a dit qu'il voyait un avenir avec moi, avec nous, nous tous. Il a dit qu'il était prêt quand je le serais et qu'il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait pour que je me sente en sécurité. Il n'y a pas eu de drame, pas de pression, juste une honnêteté calme et constante. Et à ce moment-là, en regardant dans ses yeux bienveillants, j'ai su que je tombais amoureuse de lui aussi. Pour la première fois depuis que Brandon avait franchi cette porte, je me sentais complètement et totalement en sécurité. Je me sentais vue. Je me sentais pleine d'espoir. Walter était tout ce que Brandon n'était pas. Il était présent. Il était fiable. Il était honnête. Il était gentil jusqu'au fond de son être. C'était un vrai partenaire. C'était un homme qui ne fuyait pas les responsabilités mais les embrassait avec une force tranquille. Il était la lumière inattendue que je ne savais pas que je cherchais. Lui et sa fille Emma devenaient de manière transparente et magnifique notre famille. Et notre petite maison de ville, autrefois un sanctuaire tranquille pour deux, commençait à ressembler à une vraie maison animée et heureuse pour quatre. Samedi dernier a commencé comme n'importe quel autre matin de week-end. Il y a eu des pancakes pour le petit déjeuner, une recherche frénétique de 10 minutes pour une paire de chaussettes de football manquantes, puis une course pour amener Léo à son match de 9 heures. C'était un matin frais et couvert, le genre où l'on peut voir son souffle, et Walter et moi étions blottis sous un grand parapluie sur la touche, sirotant du café dans des thermos et encourageant la petite nuée d'enfants de 5 ans alors qu'ils poursuivaient chaotiquement un ballon sur le terrain. À la moitié de la première mi-temps, Walter m'a donné un coup de coude. « Et, c'est quelqu'un que tu connais ?» a-t-il demandé, la voix basse, hochant la tête vers l'autre côté du terrain, près du parking. J'ai suivi son regard, plissant les yeux, et mon sang s'est glacé. Mon thermos m'a semblé soudain lourd dans ma main. Appuyé contre un grand chêne, les bras croisés, juste en train de regarder, se trouvait Brandon. Après 5 ans d'absence totale et complète, 5 ans de silence, mon ex-mari était juste là. Pas d'avertissement, pas de SMS de lui ou de ses parents. Rien. Il avait l'air différent, plus mince et en quelque sorte plus petit que dans mes souvenirs. L'assurance arrogante avait disparu, remplacée par une sorte d'hésitation lasse. Mon premier instinct primaire a été d'attraper Léo et de courir, de le protéger de ce fantôme d'un passé dont il ne se souvenait même pas. Mais j'étais figé sur place, mes pieds enracinés dans l'herbe humide. À la mi-temps, Léo a couru vers nous, le visage rouge et lumineux d'excitation, bavardant à toute vitesse sur une bonne action défensive qu'il avait faite. Et c'est là que j'ai vu Brandon commencer à marcher vers nous, à un rythme lent et délibéré à travers le terrain. Léo l'a repéré aussi. Il a arrêté de parler au milieu d'une phrase et a tiré sur ma manche, sa voix soudainement petite. « Maman, qui est cet homme étrange ?» Avant que je puisse formuler une réponse, il se tenait là, à quelques mètres seulement. L'air crépitait d'une tension soudaine et suffocante. Les sons joyeux des autres enfants et des parents semblaient s'estomper en un grondement sourd. « Abby » a-t-il dit, sa voix rauque, inconnue. Il a baissé les yeux sur Léo, une expression étrange, douloureuse et illisible sur son visage. Waouh, il a tellement grandi. J'ai instinctivement posé une main protectrice sur l'épaule de Léo, le tirant légèrement derrière moi. « Que fais-tu ici, Brandon ?» ai-je demandé, ma voix basse et tremblante d'une fureur froide que je n'avais pas ressentie depuis des années. Walter, toujours mon roc, s'est avancé légèrement, une présence solide et apaisante à mes côtés. Il n'a rien dit d'agressif, mais sa posture était protectrice. Il était un bouclier. Ma mère a mentionné le calendrier du football, a admis Brendan, répondant enfin à ma question, ses yeux fuyant les miens. Bien sûr, Eleanor. L'augmentation soudaine de SMS amicaux et curieux de ses parents au cours des derniers mois prenait maintenant un sens malsain. Ils n'essayaient pas de renouer le contact. Ils étaient ses espions. « Tu n'as aucun droit d'être ici », dis-je, les mots sortant plus secs que je ne l'avais prévu. Tu ne peux pas simplement débarquer après 5 ans et t'attendre à un accueil chaleureux. Je sais, a-t-il dit,
baissant les yeux sur ses baskets usées. Je sais. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler après le match? S'il te plaît, Abby. 20 minutes. J'ai regardé Léo, qui fixait cet étranger avec de grands yeux confus. Je ne voulais pas faire de scène ici. Pas devant mon fils, pas devant ses amis et leurs parents. À contre-cœur, l'estomac noué, j'ai accepté. Walter a immédiatement compris, son regard plein de soutien. J'emmènerai les enfants prendre une glace de la victoire, a-t-il dit, me serrant la main de manière rassurante sous le couvert du parapluie. Prends ton temps. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Alors que je regardais Walter emmener Léo et Emma, Léo bavardant à nouveau joyeusement, son attention complètement détournée par la promesse d'une glace, complètement inconscient de la bombe qui venait d'exploser sur la touche, j'ai ressenti une vague de gratitude si puissante qu'elle m'a presque mise à genoux. Et puis je me suis retourné, j'ai pris une profonde inspiration fortifiante et je me suis dirigé vers le café d'en face pour affronter l'homme qui avait failli détruire ma vie. Le café était presque vide, sentant les grains torréfiés et les produits de nettoyage. Brandon était déjà assis à une petite table dans le coin. Il m'avait commandé un café, un cappuccino. Je n'avais pas commandé de cappuccino depuis au moins 4 ans. J'étais passé au latte noir. C'était un détail si petit, si insignifiant, mais d'une certaine manière, il soulignait le vaste gouffre de temps et de changement qui séparait la femme qu'il avait connue de la femme que j'étais maintenant. Il avait l'air plus vieux que ses 35 ans. De profondes rides de stress étaient gravées autour de ses yeux, qui n'étaient pas là avant, et ses vêtements, bien que propres, avaient l'air usés. Il a commencé à parler, son histoire sortant en un torrent de morceaux cassés et décousus, un monologue d'apitoiement sur soi qui semblait répéter. Il m'a parlé de la rupture avec Heather, de la façon dont son désir de fonder une famille, la chose même qu'il avait fui avec moi, avait déclenché toutes ses vieilles peurs et ses insuffisances. Il m'a parlé de la perte de son emploi bien rémunéré lors d'une vague de licenciements, de la façon dont sa fierté l'avait empêché de trouver quelque chose de moins bien. Il avait épuisé ses économies. Sa vie, a-t-il dit, avait complètement déraillé. Il m'a dit qu'il suivait une thérapie depuis 1 an, qu'il était sobre depuis 8 mois. Puis est venue la partie qui m'a retourné l'estomac par sa tentative transparente de manipulation. Il a prétendu que la raison pour laquelle il était resté à l'écart toutes ces années, la raison pour laquelle il avait ignoré mes SMS et les photos de notre fils, était qu'il avait demandé à ses parents de limiter le contact. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter la culpabilité, le rappel constant de ce qu'il avait si négligemment abandonné. Il essayait de présenter sa profonde lâcheté et sa négligence comme une sorte de noble autoflagellation torturée. Et maintenant, ai-je demandé, ma voix plate, refusant de lui donner la sympathie qu'il cherchait si clairement. Qu'est-ce qui a changé maintenant, Brandon? J'ai changé, a-t-il dit en se penchant en avant, ses yeux soudain intenses, suppliants. J'ai fait le travail. J'ai affronté mes démons. Je sais ce que j'ai perdu. Je sais que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je veux arranger les choses, Abby. Je veux connaître mon fils. J'ai pris une lente gorgée du cappuccino. Il était trop sucré. Léo n'est pas un bébé que tu peux simplement prendre et avec qui tu peux jouer pour apaiser ta culpabilité, dis-je, ma voix froide et égale. C'est une personne heureuse et bien dans sa peau, avec des sentiments, avec une vie dont tu ne sais absolument rien. Une vie qui a une figure paternelle aimante, stable et constante en la personne de Walter. Une lueur de quelque chose de laid, de douleur, de jalousie, de ressentiment a traversé son visage quand j'ai dit ça. Il a rapidement reconnu qu'il ne pouvait pas simplement débarquer et être « papa ». Il a demandé, la voix légèrement brisée, si je considérerais même le laisser voir Léo. Une rencontre supervisée dans un parc, juste pour commencer. Contre mon meilleur jugement, une petite partie de moi, la partie mère qui sentait que Léo avait le droit de connaître son histoire biologique, a accepté d'y réfléchir. Mais alors, juste au moment où je rassemblais mon sac pour partir, il a trop joué son jeu, si maladroitement que c'en était presque comique. Ce soir-là, il s'est présenté à ma maison de ville sans prévenir. Et il n'était pas seul. Il avait Eleanor et Richard avec lui, comme des renforts pathétiques. Ils m'ont bousculé pour entrer dans mon salon, parlant fort de « aller de l'avant en famille », de « rattraper le temps perdu », comme s'ils pouvaient simplement se frayer un chemin de force dans nos vies. Je les ai renvoyés chez eux, ma voix tremblante de rage devant leur incroyable toupet. Mais Brandon est resté après leur départ. « S'il te plaît, Abby, parle-moi », a-t-il dit en bloquant l'entrée.
Et c'est là qu'il l'a lâché. La déclaration la plus audacieuse, la plus délirante et la plus insultante que j'ai jamais entendue de ma vie. Il a fait un pas de plus, ses yeux remplis d'une émotion désespérée et fabriquée qu'il pensait probablement ressembler à de l'amour. « Je t'aime toujours, Abby », a-t-il murmuré comme s'il était dans un film. Je n'ai jamais cessé. Je l'ai juste regardé, sans voix. Je sais que tu es avec Walter, a-t-il poursuivi, se précipitant, les mots sortant en cascade. Mais ce n'est pas le vrai père de Léo. C'est moi. Nous sommes ses vrais parents. Notre fils mérite une chance d'avoir sa vraie famille réunie. Nous devrions réessayer. Nous pouvons arranger ça. Il a suggéré que nous deux, nous nous remettions ensemble pour le bien de Léo. L'audace pure et sans mélange était à couper le souffle. L'homme qui m'avait abandonné quand j'étais la plus vulnérable pour ma propre demi-sœur, qui m'avait laissé traverser la grossesse, l'accouchement et les années les plus difficiles de ma vie, complètement et totalement seul, se tenait maintenant sur le seuil de la maison que j'avais construite sans lui, demandant une seconde chance. Ce n'était pas un homme changé cherchant le pardon. C'était un homme en train de se noyer cherchant une bouée de sauvetage, et il avait le culot de penser que j'étais cette bouée. Je lui ai demandé de partir. Ma voix était étrangement calme. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir, mais c'était un mensonge. Il n'y avait rien à réfléchir. Quand il est finalement parti à contre-cœur, j'ai verrouillé la porte, je l'ai verrouillée à double tour et j'ai appuyé mon front contre le bois frais, laissant échapper un long souffle tremblant que je n'avais pas réalisé que je retenais. Quand Walter est descendu un peu plus tard, ayant magistralement géré les routines du coucher pour les deux enfants, il a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et a su instantanément. « Qu'est-ce qu'il a fait » a-t-il demandé, la voix douce, sa présence immédiatement apaisante. Je lui ai tout raconté. L'embuscade avec ses parents, la pathétique déclaration d'amour, la suggestion insensée et insultante que nous devrions nous remettre ensemble et jouer à la famille pour le bien de Léo. J'ai observé attentivement le visage de Walter, j'ai vu la lueur d'inquiétude dans ses yeux, non pas un doute sur moi, mais l'inquiétude compréhensible qu'un père biologique puisse détenir un pouvoir primal qu'il ne pouvait pas avoir. Je me suis approché de lui, je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai pris son visage dans mes mains. « Walter », dis-je en le regardant droit dans les yeux, mettant chaque once de sincérité que j'avais dans mes mots. « Je suis exactement là où je veux être. Toi, Emma et Léo, c'est ma vie. C'est ma famille. Brandon est un fantôme. C'est un étranger qui partage simplement de l'ADN avec mon fils. C'est tout ce qu'il est et tout ce qu'il sera jamais. » Le soulagement qui a envahi son visage était si profond qu'il m'a presque fait pleurer. Il m'a prise dans ses bras et je me suis fondue en lui, me sentant en sécurité et chérie. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a vibré avec un SMS de Brandon. Je pensais ce que j'ai dit. Je veux une autre chance avec notre famille. J'ai fixé les mots et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de douleur, juste une sorte de pitié lasse. Il n'avait pas changé. Il avait juste échoué. Sa vie avec Heather, la vie qu'il avait si nonchalamment choisie plutôt que moi et notre enfant, avait implosé. Et maintenant qu'il était au fond du trou, il revenait en rampant, s'attendant à ce que je sois son salut, que je le répare, que je remette de l'ordre dans sa vie brisée et auto-infligée. L'Abigail qu'il avait quittée il y a 7 ans aurait peut-être envisagé la chose. Cette fille était brisée, perdue et désespérée de retrouver la famille qu'elle pensait avoir perdue. Mais je n'étais plus cette femme. J'avais traversé l'enfer et j'avais construit une vie, une vraie vie, une vie heureuse à partir des cendres. Le lendemain matin, je l'ai appelée. Ma voix était calme et stable, la voix d'une femme en contrôle total de son monde. « Brendan », dis-je en le coupant avant qu'il ne puisse commencer ses supplications. « Laisse-moi être parfaitement clair, pour qu'il n'y ait aucune confusion. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de seconde chance. Ce pont n'a pas seulement été brûlé. Il a été pulvérisé depuis l'orbite la nuit où tu es parti avec ta valise. J'ai exposé les conditions. Si tu veux vraiment faire partie de la vie de Léo, ce sera à mes conditions et à mes conditions seules. Ça commencera par trouver un thérapeute familial. Et s'il le juge approprié, tu auras des séances avec Léo. Après ça, et seulement après ça, nous pourrons discuter de courtes visites supervisées dans un lieu public. Tu devras mériter la moindre parcelle du temps et de la confiance de ton fils. Tu ne seras pas papa. Tu seras Brandon, un père biologique qui a un univers à rattraper. Ai-je été comprise?
J'ai continué avant qu'il ne puisse répondre. Et tu ne te présenteras plus jamais, jamais à ma porte sans prévenir. C'est mon sanctuaire. C'est la maison de ma famille. Et tu n'es pas le bienvenu ici. Il est resté silencieux un long moment à l'autre bout du fil. Et dans son silence, j'ai su qu'il avait enfin compris. La porte était fermée et elle était verrouillée, cadenassée et barricadée. Elle ne s'ouvrirait plus jamais pour lui. Certains ponts, une fois brûlés, restent des cendres pour toujours. Et ma vie, ma belle, durement gagnée, merveilleusement heureuse vie, a été construite de l'autre côté de cette ruine, brillant de mille feux au soleil. En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine et j'ai vu Walter dans le jardin, poussant un léorior sur la balançoire que nous avions construite ensemble, et j'ai souri. J'étais enfin, vraiment chez moi. Merci beaucoup d'avoir écouté toute mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais la partager, savoir que quelqu'un là-bas comprend, aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si une partie de cela a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour vous remettre d'une trahison et construire une nouvelle vie pour vous-même, s'il vous plaît, partagez vos pensées et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux, et vos histoires me donnent de la force. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien compte énormément pour moi. On se reparle bientôt.